Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Marrakech accueille aujourd'hui la 6e édition du Forum de coopération Russie-Ligue arabe. Au menu, les moyens de renforcer la coopération entre Moscou et les pays arabes, surtout dans un contexte de multiplication des tensions géopolitiques à travers le monde. La Russie elle-même étant impliquée dans un conflit en Ukraine. Sur les enjeux de ce forum, nous faisons le point avec notre invité. Il s'agit du professeur Zakaria Aboudahab. Il est professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur Aboudahab, et c'est un plaisir de vous retrouver sur Médian TV. Merci, Serman. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les enjeux de cette 6e édition du Forum donc, de coopération Russie-Ligue arabe? Des enjeux multiples, je dirais multidimensionnels, stratégiques, sécuritaires, économiques, énergétiques, etc. Mais en fait, le slogan qui a été retenu pour ce 6e forum qui se tient donc aujourd'hui à Marrakech, c'est renforcer la présence de la Russie au niveau de la région arabe et au niveau de l'Afrique. Donc on voit très bien qu'il y a une dimension combinée, intercontinentale, interrégionale, une Russie qui fait des projections, évidemment, nous allons y revenir, qui tente aussi de contrecarrer l'isolement dans lequel voudrait le mettre, surtout les pays qui soutiennent l'Ukraine au niveau donc de la guerre entre les deux pays à partir de février 2022. Donc on voit très très bien qu'il s'agit là non seulement d'une rencontre habituelle ou on va dire normale, mais également, je le crois fort bien, un forum qui s'ouvre sur énormément de dimensions aujourd'hui dans un monde qui connaît des transitions multiples. Et pour la Russie, donc à chaque fois, elle essaie de marquer sa présence sur l'échiquier géostratégique géodiplomatique mondiale en utilisant tous les moyens d'un soft power russe qui est en propension ou plutôt en augmentation. Alors, on va essayer d'aller, disons, thématique par thématique. D'abord, sur le plan politique, on sait que la Russie, en tout cas, le monde occidental boycotte la Russie depuis le lancement de la guerre en Ukraine. En quoi la Russie a intérêt avec le monde arabe ou comment le monde arabe peut aider la Russie à sortir de cet isolement dans lequel, en tout cas, tente de la maintenir le monde occidental? Le monde arabe, c'est 22 pays, c'est 22 États, c'est important. Et si vous voulez, il y a une sorte de pluralisme géopolitique au niveau du monde arabe, il faut le dire. Et traditionnellement, la Russie et surtout l'Union soviétique avaient développé des relations bilatérales avec les pays qui comptaient dans le cadre de ce qu'on a appelé la bipolarité du camp socialiste. Aujourd'hui, les choses étant changées, le monde devenant multipolaire, il y a évidemment plusieurs menaces. Et donc la Russie d'abord, ça c'est important. On l'a vu même récemment, cette visite en grande pompe de M. Poutine et en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, donc deux pays très importants au niveau du Golfe arabe. On peut déjà voir dans ce genre de visite évidemment des préparations pour ce que aujourd'hui Marrakech accueille et au-delà. Donc j'ai dit bien qu'il s'agit de développer le bilatéral avec des pays qui comptent sur la scène arabe pour plusieurs raisons, sécuritaires, énergétiques, économiques, etc. Mais également aujourd'hui il s'agit, il me semble, de constituer une sorte de front uni contre ce que la Russie appelle la menace occidentale et qui est surtout perceptible, on l'a dit tout à l'heure, après donc l'engagement de cette conflictualité entre la Russie et l'Ukraine. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'il s'agit bel et bien du monde arabe et de l'Afrique. Il s'agit donc d'une vision qui est combinée. J'ajouterais même, en cherchant dans les documents officiels, qu'en 2023, je pense que c'était en janvier, M. Poutine avait adopté un décret pour lancer désormais un forum également entre la Russie et l'organisation de la coopération islamique. Donc la Russie qui voit très grand, et c'est un peu de constituer, on va dire, des coalitions de soutien à la Russie pour des raisons multiples, je l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour avoir des voix de soutien au sein, que ce soit du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations unies et ailleurs, et en même temps contrebalancer, neutraliser même et tirer sous les pieds le tapis
lorsque le monde occidental, ce qu'appelle dans sa rhétorique M. Poutine, soutient l'Ukraine et tenté tout simplement de priver la Russie de ses atouts économiques, financiers, monétaires, etc., etc. Donc, c'est un jeu à multiples entrées et à multiples dimensions. Alors, on sait que, comme vous le dites, à multiples dimensions. Parlons à présent de la dimension économique. Sur ce plan-là, quels sont les enjeux, sachant que la Russie est sous sanctions, notamment sur le plan financier, mais aussi presque sur tous les secteurs économiques. Sur ce point-là, qu'est-ce qui est possible de faire avec le monde arabe? On va être concret, Sir Omar. On va dire, on prend le tableau importation-exportation. Que peut exporter aujourd'hui la Russie au monde arabe? Plusieurs choses, évidemment. La Russie, c'est un pays gazier par excellence, ça d'une part, mais c'est également une sorte d'économie émergente. C'est vrai, sur le plan des technologies les plus avancées, la Russie a encore du retard à rattraper, mais prenons l'énergie nucléaire à des fins civiles. La Russie a également beaucoup d'atouts sur ce point. Prenons également tout ce qui est armement. La Russie est une puissance militaire de premier plan. Elle a donc énormément d'atouts, évidemment à partager, à exporter au niveau du monde arabe, sans oublier une question fondamentale qui a été beaucoup soulignée à la suite de la crise énergétique mondiale et les conséquences de la guerre avec l'Ukraine, la question alimentaire. Souvenons-nous, M. Macky Sall, quand il présidait aux destinées de l'Union africaine, qui a fait le déplacement même en Russie pour demander l'allègement précisément de l'embargo qui a touché les pays africains en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Et j'en passe. Énormément de choses. Alors, ça, sur le plan des exportations russes au niveau du monde arabe de façon générale, mais également, il y a pour la Russie des soucis en termes de sécurisation d'autres approvisionnements, notamment sur le plan du pétrole, sur le plan des intrants. Nous avons avec la Russie, si je prends le Maroc, un accord de pêche très important qui inclut, il faut le rappeler de passage, les provinces du Sud, donc les mers territoriales du Sud marocain. Donc, sur ce plan-là, que ce soit au niveau des exportations russes, au niveau du monde arabe, que ce soit des importations russes en provenance de beaucoup de pays arabes, je crois que là, il s'agit là d'un deal, d'un compromis, d'un accord gagnant-gagnant qui permet aux deux parties de sécuriser des approvisionnements et de se projeter économiquement sur le plan commercial, sur le marché des uns et des autres. Alors, quand on parle toujours de l'aspect économique, et vous l'avez évoqué bien évidemment, il y a le pétrole et le gaz. Et à ce propos, on sait que la Russie est membre de l'OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP plus d'autres pays qui ne font pas partie de l'OPEP, les pays producteurs de gaz et de pétrole, hein, notamment. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les leviers qui sont en train d'être enclenchés? Parce que l'OPEP prévoit une demande record en 2024 avec 104 millions de barils de pétrole consommés par jour. L'OPEP prévoit en même temps de réduire sa production de pétrole. Avec le monde arabe, comment cette régulation ou comment ce levier des hydrocarbures peut-il fonctionner? Il est certain que la Russie, aujourd'hui, voit très grand. Déjà, on sait que M. Poutine va se présenter pour briguer un autre mandat présidentiel. Ça, c'est important. Donc, le comportement russe aujourd'hui devrait aussi être apprécié à l'aune des projections géostratégiques de ce pays. Et ce sont des projections qui sont de dimension planétaire. Vous l'avez si bien dit sur le plan sectoriel, déjà, il y a une sorte de, je dirais, de solidarité un peu congénitale entre la Russie et plusieurs pays, d'ailleurs, qui sont sortis du lot, ou qui ont sorti du lot, et notamment l'Arabie Saoudite. On l'a vu en particulier lorsque ce pays a été accepté lors de la dernière réunion du BRICS, et qui donc bientôt va faire partie de ce groupement à partir du 1er janvier 2024 aux côtés de l'Égypte, aux côtés des Émirats arabes unis. Moi, je parle des pays arabes, vous voyez. Donc déjà, ce sont des projections pour qu'on puisse bien les lire au niveau d'une grille de lecture, à mon sens, qui est transversale. Il faudrait prendre le pétrole ou le gaz comme l'un des éléments, vous l'avez si bien dit, Sir Omar, l'un des leviers majeurs qui permettront à la Russie d'abord de dégager des solidarités avec les pays arabes, influents non seulement au niveau de l'OPEP,
mais ailleurs, et en même temps faciliter la jonction avec d'autres questions fondamentales, et notamment sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire. On pourrait revenir à Wagner, parce que tout à l'heure, on l'a dit, il s'agit d'une approche combinée avec le monde africain, et on voit déjà toucher du doigt, on sent qu'il y a une sorte de remue-ménage, des reconfigurations qui se font. La Russie appuie sur plusieurs pédales, sur plusieurs leviers, et permettez-moi de rappeler aux chers téléspectateurs qu'en 2014, la Russie a été derrière la constitution de ce que nous appelons l'Union économique eurasienne, et qui comprend plus de la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Biélorussie et l'Arménie, qui a rejoint la constellation après. Alors, imaginons si ce groupement s'élargirait pour comprendre d'autres pays qui ne sont pas forcément asiatiques à travers des modalités très pratiques comme les partenariats avancés, etc. Déjà, la Géorgie probablement, mais la Géorgie est plus tirée vers l'Union européenne avec la Turquie et avec l'Ukraine désormais. Donc, ce sont encore une fois des reconfigurations. La Russie aujourd'hui apparaît comme étant véritablement un concurrent majeur aux États-Unis pour disputer la première place au niveau du leadership mondial. Et cela donc malgré la guerre en Ukraine et cet isolement dont a en tout cas fait objet la Russie. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Afrique, justement. Et dans ce sommet, il sera aussi, dans ce forum plutôt, il sera aussi question d'Afrique. En quoi, peut-être on s'interroge, en quoi le monde arabe est-il concerné quand il s'agit d'Afrique avec la Russie? Évidemment, comme vous le savez bien, déjà, le monde arabe, c'est-à-dire la Ligue arabe, cette fois-ci, organisation régionale créée en 1945, a des forums ou des sommets avec l'Union africaine. Ça, c'est important, il faut le rappeler. Que ce soit l'Union africaine, quand on réfléchit on raisonne en termes continentaux, que ce soit quand on réfléchit en termes bilatéral. Deuxièmement, l'Afrique également a des sommets avec la Russie. C'est on appelle l'Union africaine. Premier sommet, c'était à Sochi, on s'en souvient, en 2019, en grande pompe. Alors, c'est vraiment, on peut faire un simple calcul géoéconomique, géopolitique. Vous combinez les deux, je veux dire, continents. La Russie, c'est un continent. 17 millions de kilomètres carrés. Vous additionnez les 30 millions de kilomètres carrés, 140 millions de Russes, 1,3 milliard d'Africains, des terres fertiles, un continent en friche. Vous imaginez aujourd'hui l'effet multiplicateur quand on combine les deux dimensions. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres choses, pour la Russie, je crois, avec ce concept-là émergent du Sud global, the Global South aujourd'hui, qui inclut pratiquement tous les pays de notre continent, cher continent africain, plus les pays arabes. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'organisation de la coopération islamique. Eh bien, véritablement, nous sommes devant la constitution, on va dire, d'un pôle majeur coalisé autour de la Russie. Il y a aussi la Chine, il ne faut pas l'oublier, peut-être d'autres pays, évidemment, comme le Brésil, etc., pour permettre, si vous voulez, un peu de mieux structurer ce pôle autour d'intérêts communs, et chaque pays va tirer son épingle du jeu, va réfléchir en fonction de son intérêt national, de ses calculs stratégiques, et je dirais qu'aujourd'hui, ça montre que nous sommes dans des phases de transition, qu'il y a des phases de turbulence, certes, et que les pays cherchent à sécuriser leur sécurité de façon globale, au sens humain même du terme. Alors, il y a les relations aussi entre le Maroc et la Russie, des relations qui ont connu une hausse quand même assez considérable en termes d'échanges, hein, parce qu'on parle de plus de 21% ou de 25% depuis 2021. Il y a habituellement les produits de la pêche et agricoles, mais là, on a été surpris de voir que quand même depuis le conflit en Ukraine, c'est sur le plan des hydrocarbures que cela a haussé. Le Maroc est aujourd'hui dans le top 3 des partenaires africains de la Russie. Comment expliquez-vous cela, professeur? Alors, traditionnellement, c'est vrai que les relations avec la Russie, c'est-à-dire je parle du Maroc, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, c'est donc 65 ans de relations, mais en réalité qui dépassent le XXe siècle, parce que culturellement, je sais, au Maroc, il y a une association de l'amitié russo-marocaine qui a beaucoup travaillé un peu sur la mémoire, sur les Russes qui ont sillonné les territoires marocains. On peut même remonter au XVIIIe siècle, lorsque Mohammed III, le sultan, le roi, à l'époque, avait aussi
des relations avec la Russie de l'époque, qui était un empire, il faut le rappeler. Donc, il y a, si vous voulez, un creuset culturel très important, un creuset humain, il ne faut pas le sous-estimer, et par ailleurs, un respect mutuel de part et d'autre, toujours. Il y a eu des principes qui ont gouverné cette relation, l'amitié, le respect, la réciprocité, etc. Les Russes, de façon générale, préfèrent aussi la destination Maroc quand il s'agit du tourisme, la ville d'Agadir, Marrakech, du beau soleil, pour fuir un peu le froid glacial de la Russie, surtout en ces temps. Et par ailleurs, il faut dire que le Maroc s'est beaucoup intéressé, notamment après les deux visites royales 2002-2016 qui ont connu ce pays, surtout celle de 2016, parce qu'à l'époque, il y a eu conclusion de plusieurs accords, y compris en termes du nucléaire civil, ça c'est important, et également en termes de coopération militaire avec des exigences marocaines, qu'il s'agit là non seulement d'accords purement commerciaux, mais également des accords de transfert de technologie, et je sais de quoi je parle. On peut également parler de la coopération sur le plan de l'agriculture, la mobilité des étudiants. Beaucoup d'étudiants préféraient poursuivre les études de médecine et autres en Russie. C'est quand même un pays qui a beaucoup de connaissances à marketer sur le plan scientifique. Il est quand même avancé. Sans oublier, on l'a dit tout à l'heure, c'est normal, coopération halieutique. Et aujourd'hui, avec les projections marocaines, le processus des États africains riverains de l'Atlantique, l'économie bleue, etc. Pour résumer, parce qu'on n'a pas le temps de tout développer, pour le Maroc, il s'agit bel et bien d'activer l'approche royale de la diversification des partenariats stratégiques. Un. Deuxièmement, à chaque fois, de permettre, on va dire, de constituer une sorte de couche d'ozone de nature géostratégique qui permet au Maroc de se prémunir contre d'éventuelles remises en cause d'un certain nombre de partenariats qui ne sont pas toujours amènes. Et je vois déjà se profiler à l'horizon une relation très forte avec la Russie dans des projections à venir pour, on va dire, ensemble réaliser les objectifs recoupés et croisés. En tout cas, c'est à suivre. Une dernière question, professeur, et assez rapidement. J'imagine que tout ceci aiguise, disons, suscite l'intérêt et le regard d'autres acteurs internationaux. Et vous comprenez bien de quoi je veux dire. Alors, comment cela va-t-il être observé par le camp occidental, bien évidemment? Le monde a changé, on n'est plus dans les paradigmes du XXe siècle. Et le plus important, à mon sens, je l'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit de principes, il faut être intraitable sur les principes. Principe d'indépendance, de souveraineté. Sa Majesté n'a de cesse de le ressasser à chaque fois quand l'occasion s'y prête. Comment construire une autonomie stratégique du Maroc énergétique, vaccinale, alimentaire? Eh bien, vous savez, je prendrai un exemple très concret. On dit qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. À bon entendeur, salut, que cela fâche les autres. En tout cas, nous sommes dans un monde qui bouge et au final, je crois que sur le plan de la high politics, de la haute stratégie, de la haute politique, tout ce genre de relations, à mon sens, est une bonne chose et ça montre d'abord une vitalité géopolitique, géodiplomatique du Maroc et en même temps une intelligence dans la gestion des transitions délicates comme celles que nous traversons depuis déjà quelque temps. À suivre donc. Merci à vous, professeur Zakaria Aboudahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous sur Médien TV. C'est réciproque, c'est Omar. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne suite de programme sur Médien TV.